Eh bien bonjour encore une fois, très cher le spectateur abonné sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui je reviens avec une exclusivité. Aujourd'hui je dois pouvoir vous parler d'un logiciel de simulation et d'analyse et du calcul du pont thermique, le logiciel NumFem Term que je dois pouvoir vous présenter. C'est un bon logiciel qui a été lancé depuis le mois de novembre, qui fonctionne sur l'interface Revit, et pour cette session ça sera dédié à NumFem. Je vais vous montrer comment on manipule, comment paramétrer, comment faire les calculs et l'analyse des ponts thermiques. Mais avant que nous puissions passer à la manipulation, j'ai bon jugé d'abord de faire quelques overviews, donc quelques aperçus pour ce qui est de l'analyse et des types d'impôts thermiques et les présentations du logiciel. C'est dans cette optique-là, je dois faire quelques introductions et un peu de littérature théorique pour pouvoir vous plonger dans les domaines de la thermodynamique. Et puis par après, nous allons passer par une approche pratique, mais pour l'instant nous allons d'abord faire une littérature pour encore une fois vous rafraîchir les mémoires pour ce qui est de la thermodynamique, des principes et des fonctions, des tas, ainsi de suite. Nous allons essayer un peu de survoler ça en quelques minutes avant de passer par la manipulation. Et bien voilà, c'est l'agenda de notre session dédiée à l'analyse thermique avec les solutions BIM et NumFem Term. Et voilà, la première partie, nous allons faire un aperçu général sur la thermodynamique et nous allons parler des fonctions détails, les principes de la thermodynamique. Je vais vous parler des modes de transfert thermique dans les bâtiments, la simulation thermique et dynamique, les avantages et limites, les avantages de l'analyse thermographique, la bioclimatisation et les conforts thermiques. Et la deuxième partie, je dois pouvoir présenter théoriquement c'est quoi les ponts thermiques, les conséquences des ponts thermiques, les causes et les réglementations thermiques et le plus courant utilisé dans les secteurs de la construction et les limites globales des ponts thermiques. Et puis par après, maintenant, je dois pouvoir vous présenter NumFem. Je vais vous montrer la particularité de ces logiciels par rapport à d'autres logiciels de calcul et simulation thermique. Et puis par après, la dernière partie, nous allons maintenant faire une mise en main pratique, les astuces de modélisation et les analyses avec NumFem, un plugin intégré dans Revit. Encore une fois, la personne qui doit vous présenter cette session et des formations et dédiée à l'analyse thermique, à la thermodynamique et dans les domaines des performances énergétiques, dans les domaines du bâtiment à l'aide d'une solution BIM NumFem. C'est l'ingénieur Barakika Christian, qui est un ingénieur civil en structure et infrastructure et spécialiste en ouvrage d'art, et je suis un spécialiste technique des solutions BIM d'Autodesk et à travers les continents africains et au niveau à l'international. Et j'ai un diplôme de civil engineering et un master spécialisé en structure ouvrage d'art. J'ai plus de 5 ans d'expérience dans le domaine du génie civil. Je suis le cofondateur des bureaux d'études, un laboratoire de recherche et une entreprise de construction, la SGC Engineering Company. Mais aussi je suis un consultant indépendant, instructeur BIM, des applications BIM dans le domaine du génie civil. Je suis membre d'une association BIM Africa dont je travaille en tant que bénévole dans les départements de recherche et développement. Vous avez des difficultés, vous voulez nous contacter, vous voulez bosser avec nous, vous voulez faire des partenariats avec nous, vous êtes dans les domaines d'ASC, vous voulez bosser avec nous, n'hésitez pas à nous contacter, n'hésitez pas à nous écrire via nos différents canaux. L'email est là, n'hésitez pas à me contacter sur mon LinkedIn ou visiter notre site web, ou pourquoi pas ne pas visiter notre chaîne YouTube. Et bien voilà, la première partie, je dois vous parler, comme j'ai promis, je vais parler d'un aperçu général sur la thermodynamique. Et bien sans plus tarder, nous allons encore une fois faire un rappel sur les fonctions d'état et les 3 principes de la thermodynamique. Et bien nous savons très bien qu'il y a 3 principes de la thermodynamique. Et nous avons que les premiers principes de la thermodynamique, c'est le principe de la conservation et c'est le principe de la conservation de l'énergie. On parle de l'énergie interne U et de l'enthalpie H. Nous savions très bien que les fonctions enthalpie désignées par la lettre H correspond à l'énergie totale d'un système thermodynamique. Elle comprend l'énergie interne U du système à laquelle est additionné le travail que ce système doit exercer contre la pression extérieure pour occuper son volume. Et nous savons très bien que l'enthalpie est un potentiel thermodynamique qui se calcule par U
H est égal à U plus PV, dont le I c'est l'énergie thermique de l'échange de la chaleur avec les milieux extérieurs, et le PV c'est la pression multipliée par le volume. Et quand on met les intégrales, nous avons le qui ici, dont le qui c'est le transfert thermique avec les milieux extérieurs, et le W c'est le travail échangé avec les milieux extérieurs, dont nous savons que le W c'est le P multiplié par V. Et voilà un peu pour ce qui est du premier principe de la thermodynamique, c'est l'énergie interne et aussi l'enthalpie, parce que nous savons très bien que selon le principe de la thermodynamique, le premier principe de la thermodynamique qui stipule que l'énergie interne d'un système isolé se conserve, elle ne peut être ni créée ni détruite. Par contre, elle se transforme pour des sous-systèmes de l'univers. Et c'est le système rigoureusement isolé. L'énergie est échangée sous forme de transfert thermique et de travail. C'est la raison pour laquelle nous avons le qui et le W. Donc les transferts thermiques sous forme de travail. Les transferts sous forme thermique et le travail. Donc nous savons très bien que pour tout système fermé, il existe une fonction d'état conservatrice homogène à une énergie que nous avons appelée l'énergie interne et notée I. Et voilà un peu et les fonctions d'état que nous avons appelées l'enthalpie qui est là-bas, que vous avez qui est PV. Et puis par après, le deuxième principe de la thermodynamique qui parle de l'entropie S et de l'enthalpie libre G. Nous savons très bien que ce principe, il s'appelle le principe d'évolution et de création de l'entropie S. Donc, et il postule l'existence d'une fonction d'état non conservatrice appelée entropie et notée S. Le premier principe stipule la conservation d'énergie, n'explique pas l'irréversibilité de certains éléments tels qu'une évolution infiniment petite. Et là, nous savons très bien que c'était nécessaire de faire le deuxième principe parce que le premier principe qui stipule la conservation de l'énergie n'explique pas l'irréversibilité de certaines transformations spontanées ou naturelles. Et alors, il fallait donc introduire un second principe, dit le principe d'évolution, déduit du fait d'effets expérimentaux, qui permettra de prévoir les évolutions des systèmes, qui permet donc de préciser la nature d'une transformation réversible, irréversible d'un corps A vers un corps B, traverser de nouvelles fonctions d'état qu'on appelle entropie. Et voilà, après les différentes formules, les démonstrations, on arrive à cet accord ici. Delta S est égal à SB, moins S est l'entropie qui varie d'un corps B vers un corps A est égal à l'intégrale de A vers B, de D qui réversible vers T. Donc, les transferts de chaleur avec les milieux extérieurs réversibles sur la température. Et nous savons très bien, considérons maintenant un cycle réversible formé d'une transformation irréversible de l'état initial A à l'état initial B et d'une transformation réversible de B vers A. Voilà un peu. Et en faisant un bilan énergétique de ce cycle, voilà à la fin ce que nous voulons d'avoir. Donc quand le cycle est réversible, voilà comment on peut calculer l'entropie. Et quand le cycle est irréversible, voilà comment on peut calculer l'entropie delta S qui est l'intégrale de l'état initial A vers B, de qui les transferts de chaleur avec les milieux irréversibles sur la différenciation de la température. Et puis par après, je ne pourrais pas finir ce principe sans pourtant parler de l'enthalpie libre d'une réaction chimique qu'on appelle l'enthalpie libre de Gibbs, qui est une fonction indispensable pour l'étude des réactions chimiques. Elle permet de prévoir une réaction chimique et effectuée à une température et une pression qui est théoriquement possible dans lesquelles l'essence évolue. Donc on vous parle de delta H qui est la variation d'entropie multipliée moins la température multipliée par la variation donc l'entropie libre de Gibbs est égale à la variation d'entropie de l'enthalpie moins la température multipliée par la variation de l'entropie. Donc nous avons delta G de 198. Donc
l'enthalpie libre des gypses est à une température qui varie de 0 à 298 degrés Kelvin est égale à delta H, qui est l'enthalpie standard de la réaction, et il représente donc la variation de l'enthalpie d'une réaction effectuée à la température de 298 degrés Kelvin, moins T multiplié par la variation de l'entropie à une température effectuée à 298 degrés Kelvin. Donc c'est un peu ça. Et puis par après, le troisième principe de la thermodynamique, on parle de l'entropie. L'entropie d'un système est liée à l'état de désorganisation de celui-ci. Plus le système est désordonné et plus l'entropie est grande. Donc c'est le principe de zéro absolu, là où T égale à 0, et tous les corps spires sont cristallisés et ont une entropie nulle. Donc les gaz ont une entropie plus élevée que les liquides et les solides. Et c'est ça qu'on appelle le troisième principe de la thermodynamique, ou le principe de Nernst, ou l'entropie d'un cristal parfait. Donc en quelques résumés et pour cette première partie, et voilà un peu pour ce qui est des principes de la thermodynamique. Il nous vient à autre et les types de modes de transfert thermique. Et voilà, parmi les types de transfert thermique dans les bâtiments, nous savons très bien que à nos jours, le comportement des bâtiments est complexe et dépend des sollicitations auxquelles il est soumis. Un bâtiment est composé d'éléments liés entre eux, et les transferts thermiques se font simultanément soit par advection, la conduction, la convection et le rayonnement. Et nous savons très bien, et sur les transferts de la chaleur, par exemple, sur le transfert de la chaleur, si les modes de transfert thermique dans les bâtiments c'est fait par advection, donc le mécanisme de transfert de l'énergie pour le mouvement, donc la vitesse du milieu environnement. Et quand le transfert de la chaleur, de l'énergie, c'est fait par conduction, nous savons très bien que les transferts d'énergie, c'est un transfert d'énergie entre deux objets en contact physique. Donc la conductivité thermique est la propriété d'un matériau à conduire de la chaleur, et elle est évoluée principalement grâce à la loi de Fourier. Et voilà le principe de Fourier qui est là, phi qui est égal à lambda multiplié par sigma t, gamma t sur gamma x. Gamma t sur gamma x, et où lambda c'est la conductivité thermique du milieu environnement qui varie en fonction des matériaux, et les phi c'est la densité du fluide thermique qui s'exprime à watts par mètre carré, et aussi les T c'est la température. Et quand il s'agit du transfert d'énergie par convection, c'est le transfert d'énergie entre un objet et son environnement dit à un mouvement fluide. Donc, la température moyenne est une référence pour évaluer les propriétés liées au transfert thermique. Et là, vous voyez là-bas, ça c'est la conduction, ça c'est la convection. Donc, le transfert d'énergie entre un fluide, entre le fluide, c'est ça la convection. Et la conduction, c'est entre les différents matériaux. Et là, l'énergie a un mouvement fluide, et la température moyenne est une référence pour évaluer les propriétés liées au transfert thermique par convection. Donc, c'est ça, dont la formule est le flux thermique qui est égal à H, facteur de delta T, donc la température de l'air, qui stipule la loi de Newton sur la thermodynamique, où H c'est le coefficient de transfert par convection qui s'exprime à watts par mètre carré par degré Celsius, et TD c'est la température du paroi qui s'exprime en degrés Celsius, et TR c'est la température du fluide. Voilà un peu. Maintenant, le transfert de l'énergie par rayonnement. Et le transfert d'énergie par rayonnement, c'est un transfert d'énergie dû à l'émission des rayonnements électromagnétiques. Donc, c'est un transfert d'énergie par l'émission des rayonnements électromagnétiques. Et les rayonnements parfois dits thermiques est un rayonnement électromagnétique. On l'associe souvent à un rayonnement infrarouge, quelle que soit sa température. Un corps émet un rayonnement, et c'est là où ça nous introduit à une notion qu'on appelle un corps noir, qui est un corps théorique capable d'absorber la totalité des rayonnements
qui les reçoit. Il présente les propriétés de respect. C'est là qui nous conduit à stipuler la loi de Planck et la loi de déplacement de Wien qui permet de déterminer son spectre d'émission en fonction de la température. Les fluides thermiques et surfaciques qui équivaut à une existence énergétique, il s'exprime par rapport à l'émission du corps noir dans la loi de Stefan Boltzmann qui est là-bas. Voilà. M est égal à sigma fois S fois T exposé à 4. Où le sigma est la constance de Stefan Boltzmann qui est égal à 5,675 fois T exposé à 8 watts par mètre carré multiplié par T exposé à 4. Et S c'est la section du corps noir à mètre carré et T c'est la température du corps. Nous savons très bien que les corps noirs, ce sont les corps qui ne laissent pas passer la lumière. Là, ça nous introduit à une notion très avancée dans les domaines de la théorie onde des corpuscules et dans les domaines de la thermochimie, là où et dans les domaines de la théorie quantique, donc la physique quantique. Là, on parle de la théorie du trou noir. Là, on ne peut pas introduire, là, c'est la théorie et la théorie des ondes des corpuscules est là où on ne peut pas y entrer dans le domaine de la physique et mécanique quantique. On se limite juste là-bas dans le domaine de la thermodynamique. Mais aussi, vous savez très bien qu'il y a des grands savants qui ont parlé de ça. Pour ce qui est des corps noirs, des trous noirs, mais et Stephen Hawking qui a parlé aussi longuement des... Et voilà, pour ce qui est de la simulation thermique et dynamique et les avantages et les limites, dans le domaine de la construction, pourquoi la simulation thermique et dynamique est plus important, pourquoi c'est important, quels sont ses avantages? Nous savons très bien que la simulation thermique et dynamique est plus en plus souvent demandée dans les programmes des projets de construction et est considérée parfois comme une fin en soi. Pourtant, il s'agit bien d'un outil au service de la conception qui peut apporter de multiples indications au concepteur et au maître d'ouvrage, qui joue un rôle important sur la performance énergétique et réduit les coûts de dépenses liés à l'achat et des enjeux de l'énergie pour le chauffage et froid. Et pour ce qui est de l'avantage de l'analyse thermographique, par exemple, l'analyse thermographique permet de détecter les cibles de la perte d'énergie dans la maison, qui a un grand impact sur le coût annuel et mensuel lié au fonds perçu et alloué pour l'achat et des gaz pour le chauffage ou autres. Et là, l'analyse thermographique permet de détecter les cibles de la perte d'énergie de la maison, des fuites là. Ainsi, l'étude d'infrarouge nous renseigne sur les déperditions d'énergie grâce à l'analyse thermographique. Il est possible de déterminer les fuites de la maison, qui est dit soit à M-20 à la géométrie de l'ouvrage. Et voilà. Et nous allons ici un peu parler de la bioclimatisation. Eh bien, nous savons très bien que la bioclimatisation, nous savons très bien que un bâtiment performant n'est pas juste une juxtaposition des techniques performantes. C'est grâce à la conception bioclimatique que le bâtiment pourra être performant. Parce que les apports solaires par les parois et par les vitrages dus à un confort d'ensoleillement et dans le monde sont à l'origine de l'inconfort dans les bâtiments et augmentent les besoins en climatisation. La part de la climatisation sur les factures électriques est tellement énorme. C'est la raison pour laquelle la bioclimatisation est très importante pour voir comment étudier les chauffages, les refroidissements et l'éclairage artificiel. C'est des impacts sur le coût de l'ouvrage et comment pouvoir réduire ça en portant des solutions prédirables et en adoptant les énergies renouvelables. Parce que nous savons très bien qu'il y a toujours une consommation conventionnelle d'énergie dans la maison et liée à des coûts factures pour ce qui est des chauffages, des coûts de l'électricité pour pouvoir chauffer la maison. C'est la raison pour laquelle on recourt toujours à des énergies renouvelables et pour des maisons individuelles et des exigences moyennes limitées et visant à l'amélioration pratique et l'évolution de la consommation d'énergie primaire en construction neuve résidentielle collective est très importante. Et nous savons très bien que si on parle de cet enjeu bioclimatique, c'est parce que nous savons très bien que les maisons actuelles, nos maisons ont besoin d'abord
des refroidissements. Pourquoi? Parce qu'il faut évacuer la chaleur par la ventilation ou l'enveloppe, limiter les apports internes dus aux équipements électriques, éclairage et se protéger des apports solaires. Nous avons sur les besoins de chauffage. Premièrement, il faut chauffer l'enveloppe et capacité d'isolation, limiter les déperditions de chaleur par la ventilation, l'étanchéité et les bâtiments, la maîtrise des débits. Et nous savons très bien que nous avons aussi besoin d'éclairage artificiel. Recherche maximum de l'éclairage naturel, grande surface vitrée, tout ça, profondeur des bâtiments, ainsi de suite. Et tout cela a vraiment un impact sur les bâtiments. Et dans la norme, la réglementation thermique 2012, RT 2012, et le principe d'intégrer l'indice bioclimatique et la bioclimatisation était vraiment une innovation pour réduire les impacts et liés soit à un pont thermique, aux fuites et à une mauvaise construction, une mauvaise étanchéité qui peut avoir des impacts pour ce qui est des coûts liés à l'électricité louée pour pouvoir chauffer ou faire les refroidissements et refroidir une maison. Et tout ça, et grâce à un logiciel, à des logiciels de simulation, il permet de faire des préventions à l'avenir. Et c'est la raison pour laquelle d'abord j'ai bien obligé de faire une théorie pour que vous compreniez au moins l'impact, l'avantage et les besoins que le logiciel non-ferme terme peut avoir sur des analyses et sur la décision, la prise de décision importante à cas des choix des éléments de climatisation, à quoi des choix des matériaux pour l'isolation des bâtiments. Là-bas, c'est quoi un pont thermique? En fait, comme vous voyez là-bas, un pont thermique est une zone ponctuelle ou linéaire qui, dans l'enveloppe des bâtiments, présente une variation des résistances thermiques. Et il s'agit d'un point de la construction où la barrière isolante est rompue. Donc, un point dans l'enveloppe du bâtiment où la barrière isolante est rompue, là où il y a des fuites. Mais aussi, ce qu'il faut savoir est que les ponts thermiques constituent donc des zones de fortes déperditions thermiques. Et il est important de les limiter pour améliorer les performances énergétiques du bâtiment. C'est la raison pour laquelle nous allons vous parler du logiciel non-ferme qui vous permet de calculer les ponts thermiques et de les situer dans l'enveloppe du bâtiment. Et là-bas, comme vous voyez, les causes. Qu'est-ce qui crée les ponts thermiques? En fait, un pont thermique est donc créé si premièrement il y a un changement de la géométrie de l'enveloppe du bâtiment. Et par exemple, vous utilisez un mur d'une épaisseur de 20 cm et par après vous changez, soit vous mettrez 30 en ajoutant des couches, par exemple d'autres éléments, d'autres couches d'isolation thermique, ainsi de suite. Et peut-être ça a été mal conçu et ça a été mal fait. Donc la géométrie joue un rôle très important. Si vous avez fait mal la conception, votre conception, déjà il y aura un problème de pont thermique dans la maison. Et aussi, les ponts thermiques est créé lorsqu'il y a un changement des matériaux et où la résistance thermique ou une résistance thermique. Lorsque vous changez les matériaux, parce que chaque matériau a toujours ses caractéristiques thermiques et géométriques et de conductivité, ainsi de suite. Maintenant, il y a aussi une discontinuité d'isolat à travers le parois ou la jonction mur-sol, mur-toiture. Donc, avant que l'on commence à isoler, les ponts thermiques représentaient environ 10 à 20% de déperdition totale. Et voilà, là, ça, c'est une image scannée par un thermographe qui montre les zones où il y a des déperditions thermiques et là où il y a une mauvaise isolation, là où il y a une variation des résistances thermiques en fonction des matériaux dans les bâtiments. Et quelles sont les conséquences des ponts thermiques sur l'ouvrage et sur un bâtiment et pourquoi on devrait l'étudier aujourd'hui? Quelles sont les conséquences d'un pont thermique? Premièrement, il y a une augmentation de la déperdition de la chaleur qui, dans la maison directement, qu'est-ce que ça va faire? Ça va augmenter les coûts liés à la facture d'électricité pour pouvoir produire, parce que les appareils vont beaucoup plus fonctionner pour pouvoir produire une très grande quantité d'énergie pour pouvoir pallier à cette fuite-là d'énergie dans la maison liée à une mauvaise isolation. La condensation superficielle, les moisissures, l'écrasement, les effets sur le confort thermique et les conséquences sur le confort de la maison. Et comment juge-t-on un pont thermique? Comment on peut juger un pont thermique? Ça, c'est une question très importante. Comment on peut juger un pont thermique?
on juge un pont thermique si on parvient à très bien faire les calculs d'impact sur la déperdition de la chaleur. Et dans ces cas-là, nous avons deux types de ponts thermiques. Nous avons les ponts thermiques linéiques qui ont une certaine longueur, psi, et les ponts thermiques ponctuels, x. Et aussi que les calculs sont là, les formules pour pouvoir calculer les ponts. Et les ponts thermiques dont phi, c'est le coefficient linéique d'un pont thermique. Et ainsi de suite. Nous allons utiliser tout ça d'arrêt vite. Et là, vous voyez les endroits, les risques de condensation divers, les ponts thermiques d'un plancher. Voici les zones, l'isolation, le mur extérieur, l'isolation des pareillements. Et voilà les fuites de la chaleur. Quand il y a une très grande quantité de fuites de la chaleur ici, déjà, si nous sommes dans la période d'hiver, vous voyez, et les climatiseurs ou les appareils de chauffage pouvez produire une très grande quantité d'énergie pour pouvoir chauffer la maison du fait qu'il y a une très grande fuite de la chaleur ici. Ce qui aura des répercussions sur la consommation d'électricité dans la maison en termes d'énergie. Et c'est la raison pour laquelle on doit faire ces études, de l'analyse pour pouvoir vérifier ainsi de suite. Et voilà, ça c'est la limitation globale d'un pont thermique. Et nous savons très bien, on a déjà défini un pont thermique. Voilà les types de ponts thermiques. Les ponts thermiques verticaux qu'on peut les retrouver sur les angles, les façades, les appuis des fenêtres, ainsi de suite. Les ponts thermiques horizontaux qu'on peut trouver sur des toitures, terrasses, ainsi de suite. Et voilà un peu les réglementations thermiques le plus courant utilisé dans les secteurs de la construction. Nous avons les règlements thermiques 2012 qui est incorporé dans notre logiciel NUMFEM et les calculs directs avec le logiciel 3D de déperdition de la chaleur à travers l'enveloppe par rapport aux normes ISO 13789. Et la norme NBN ISO 10 et 211 partie 1. Et tout ça, ce sont les normes qu'on utilise pour les calculs des ponts thermiques. Et pour ce qui est maintenant pour les bâtiments d'habitation, on fait souvent recours à la RT, la réglementation thermique 2012. Et là où ça montre les consommations de chauffage sont fortement réduites par soit la limitation des besoins, donc l'efficacité et la bioclimatisation dans le domaine de la construction. Et vous pouvez vous renseigner beaucoup plus pour avoir beaucoup plus d'informations sur ça. Et pour ce qui est de la limitation globale des ponts thermiques, voilà un peu les types de ponts thermiques que j'ai pu expliquer. Et voilà en quelque sorte un résumé, c'est ça le pont thermique. Et voilà, ce sont les images par des thermographes qui montrent les zones de déperdition thermique. Et sans plus tarder, nous allons maintenant passer à la présentation du logiciel NUMFEM. Avant de passer à la présentation des NUMFEM, je devrais juste vous expliquer c'est quoi les BBio. Donc, l'indice, c'est quoi l'indice BBio? Donc, cet indice permet de caractériser l'impact de la conception bioclimatique sur la performance énergétique du bâti. Donc, c'est ça l'indice là. Donc, il permet de caractériser les caractéristiques de l'impact de la conception bioclimatique sur les performances énergétiques du bâti. C'est là où on écrit BBio. Vous pouvez juste faire des recherches chez la RT 2012, vous allez beaucoup en savoir plus sur ça.